La dualité est la base de bien des histoires, le bien et le mal, le feu et la glace, mais aussi et surtout le jour et la nuit. C'est ce qui régit les plans jumeaux de Lorwyn et Shadowmoor. Causés par la grande fée Una, les grandes aurores font basculer le plan de Lorwyn, le jour, vers le plan de Shadowmoor, la nuit, et ce, tous les 3 siècles. Naturellement, ce cycle jour-nuit très long tend à avoir des conséquences. Certains êtres vivants passent leur vie sans connaître le jour, tandis que d'autres ne verront jamais la nuit noire. Ce qui rend le plan de Lorwyn quasiment invisible à la plupart des Planeswalkers. C'est ici que commence notre histoire, l'histoire d'une elfe devenue fée, élémentale et avatar. Apparue pour la première fois en 2008 dans le set Morningtide, Maralen est une carte particulière. De 3 pour 3, elle empêche les joueurs de piocher des cartes, mais en échange, elle leur permet au début de leur tour d'aller chercher la carte qu'ils désirent dans leur librairie. Connue pour son habilité à casser le jeu et à passer des ententes, Maralen tombe bien vite dans l'oubli avec moins de 2300 decks sur EDH Rec. Le tout jusqu'en 2026 avec le set Lorwyn Eclipse où elle revient en puissance, cette fois permettant de voler les cartes des adversaires dépendamment de combien de fées et d'elfes on contrôle. Mais qui est réellement Maralen et que se cache-t-il derrière cette belle robe et ce joli sourire? Bien sûr, Maralen n'est que la pointe de l'iceberg dans le grand canon de Lorwyn, canon que nous allons explorer aujourd'hui. En faisant mes recherches, je me suis vite rendu compte de quelque chose, Maralen ne suffira pas à remplir une vidéo complète. Je me tourne alors vers son plan d'origine pour tenter de la comprendre. Ne sachant évidemment pas où je m'en allais, le terrier de lapin dans lequel je m'engouffre est tout aussi fascinant que terrifiant. Peut-être vous retrouverai-je, vous, courageux abonnés, au fin fond de ce dernier. Si vous pensez que Magic the Gathering n'est qu'un jeu de cartes, laissez-moi vous détromper. L'étincelle qui anime nos personnages est allumée et éternellement, elle est prête à briller. Accrochez-vous, gens du public, parce que c'est dans cet univers que je vous invite à transplaner pour y découvrir le spark que nos personnages y ont allumé. Vous ne rêvez pas, jeune Planeswalker. Devant vous se dressent les éternités aveugles, cet énorme vide infini où seuls vous et une poignée d'autres élus peuvent se vanter de pouvoir y voyager et survivre pour en raconter l'histoire. Le tout jusqu'à arriver à destination. Ici, en l'occurrence, nous nous trouvons sur le plan de Lorwyn, là où l'on rencontre une quantité incroyable de créatures toutes plus folles les unes que les autres. À la croisée des mondes des frères Grimm et de Donjons et Dragons, Lorwyn est un plan qui regorge d'une wildlife incroyable entre les elfes, les élémentaux, les boggarts, les gobelins, les géants et les fées. Et si vous voulez en savoir plus sur Magic, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche, ainsi qu'à laisser un like et un commentaire nous disant de quel autre sujet on devrait traiter. Vous pouvez aussi nous retrouver en description, là où vous allez avoir un lien vers mon Instagram pour interagir avec moi, pour voir un petit peu sur quoi je travaille, vers le Discord si vous voulez interagir avec la communauté et surtout avoir des indices sur les prochaines vidéos, et surtout notre Patreon. Là, vous pouvez supporter mes 2 chaînes financièrement en échange de contrepartie. Ça va de simple shout-out à pouvoir littéralement choisir le sujet de vidéo. Et spécialement pour la chaîne Magic the Gathering, il y a 2 tiers vous permettant une rencontre 1v1 avec moi, là où je vais pouvoir soit améliorer un de vos decks, soit vous en créer un de toutes pièces. Mais bref, Lorwyn, c'est quoi et qu'est-ce qui s'y passe? De retour en 2026 pour sa 2e édition, le set original sort en octobre 2007 et marque la 43e extension de Magic the Gathering. Contenant pas moins de 301 cartes, elle est la première extension dans un mini-bloc du nom de Morningtide, suivi par Shadowmoor et Eventide. C'est quoi un mini-bloc? Ben, il y a une époque où Magic, ces sets, il le relâchait en bloc, dans le sens où un bloc contenait généralement 3 extensions qui se suivaient back-à-back et qui étaient toutes parties d'une même histoire. Mais ici, à la place d'avoir eu un bloc normal à 3 sets, on a eu 2 mini-blocs, donc 2 blocs composés de 2 sets. Un focus sur Lorwyn et l'autre sur sa counterpart Shadowmoor. Principalement centré autour des decks tribaux, c'est-à-dire le fait d'avoir un type de créature comme des fées, des dragons ou des elfes qui vont être le cœur de votre deck. Lorwyn est aussi, on a tendance à oublier, le set qui a introduit les Planeswalkers. Rien que ça, probablement ce qui va être pour
pour la décennie suivante les cartes les plus iconiques du lore de Magic, les cartes à travers lesquelles Magic va raconter son histoire. Ce cycle viendra à se nommer les Lorwyn 5. Ces cartes sont Chandra Nalaar, l'experte du burn, Jace Beleren qui offre du card advantage, Liliana Vess qui joue avec les graveyards et les librairies, Ajani Goldmane qui vous renforce vous et votre armée, et finalement, un de mes petits préférés, Garruk Wildspeaker, qui vous aide en mana et en créatures. Introduire les Planeswalkers, c'est bien, mais ce qui est encore mieux, c'est d'avoir une excellente histoire à raconter. Et c'est la raison pour laquelle Lorwyn est un de mes, si ce n'est mon plan préféré de toute l'histoire de Magic. D'ailleurs, ça m'intéresse si vous deviez choisir un plan, le plan que vous préférez dans tout le multivers de Magic the Gathering. Ce serait lequel? Dites-le moi en commentaire. Tout ça et bien plus encore aujourd'hui, c'est pourquoi je vous rappelle une dernière fois de vous abonner, d'activer la cloche, ainsi que laisser un like, un commentaire et nous suivre sur nos réseaux sociaux, ainsi que de voir notre Patreon, voir si les récompenses vous intéressent. Sur ce, maintenant que c'est fait, transplanons vers Lorwyn et allumons cette étincelle. Lorwyn Shadowmoor. Notre histoire commence donc sur un plan qui lui-même existe sur deux plans différents. Lorwyn, le monde du jour, où le soleil ne se couche jamais, et Shadowmoor, le monde de la nuit, là où la lune règne sur le ciel de façon permanente. Le monde en lui-même est assez petit, tellement qu'on le pense plat. Et là, il y a les platistes qui se déchaînent en commentaire. La partie que l'on connaît, la partie qui est principalement habitée de ce plan, c'est les terres bénites par les elfes. On y trouve des forêts, de grandes montagnes et basiquement toutes les ressources desquelles on peut avoir besoin. Fait intéressant, sur Lorwyn, on n'y retrouve ni grand lac ni océan. Toute son eau viendrait d'un système de rivières souterrains nommé les méandres obscurs. Existant en perpétuel jour et surtout en perpétuel milieu d'été, les heures existent quand même sur Lorwyn et ses habitants ont su s'habituer à un cycle de jour même sans soleil couchant. On va quand même retrouver les phases basiques du soleil, c'est-à-dire l'aube, le zénith et le crépuscule. Là où, d'une façon qu'on ne comprend pas vraiment, le soleil est capable en fin de journée de passer de l'ouest à l'est directement. Ce qui ne doit pas être évident pour la faune locale, parce que je l'ai dit plus haut, mais en effet, on a une biodiversité qui est quand même intéressante. Et, autre fait intéressant, sur Lorwyn, on est à un des rares endroits du multivers où est-ce que les humains n'y sont pas présents naturellement. Ce qui semble inquiétant, c'est que Lorwyn semble avoir un petit bug, quelque chose qui vient toucher la mémoire de ses habitants. Il semblerait que les géants, les elfes et compagnie, ils soient tous enfermés dans une espèce de status quo de paix. Et ils ne se rappellent pas vraiment pourquoi ou comment ils y sont arrivés. En fait, il semblerait qu'avant certaines dates, tout le monde ait oublié ce qui s'est passé. La mémoire semble avoir effectivement touché un plafond de verre, là où c'est impossible de se rappeler ce qui se passait avant, et ce pour des raisons très mystérieuses. Ce qui explique pourquoi tellement de cartes du set présentent dans leur flavor text le champ lexical des souvenirs et de la mémoire. Chaque année qui passe t'encercle d'un anneau supplémentaire de souvenirs et de force. Montre ton cœur et le monde tremblera. C'est aussi un plan qui est très important quand on parle des changelins ou des shapeshifters, des créatures qui sont capables d'adopter de multiples apparences. Là où dans le jeu, ça se traduit généralement soit par des cartes qui sont capables de copier vos cartes ou des cartes adverses, soit par des cartes qui ont la capacité changeling, ce qui veut dire qu'en plus d'être des shapeshifters, ils sont techniquement tous les autres types de créatures présents dans le jeu. Chacune des espèces majeures de Lorwyn, donc les elfes, les kitkin, les Meros, les flimkin, les boggart, les treefolk, les géants, les fées et les changelins, ils sont connus comme les tribus, vivant dans un état de paix assez précaire, là où des disputes et des petits conflits armés arrivent de temps à autre. Et c'est aussi malheureusement un plan où le racisme est ancré de façon profonde dans la diversité et dans la société. Dans le sens où chaque tribu se méfie des autres tribus simplement parce qu'ils n'appartiennent pas à la même espèce. Là où, de facto, les elfes se sont imposés comme les leaders du plan. Et oui, comme par hasard, on parle de racisme chez les créatures fantastiques, et c'est chez les elfes qu'on retrouve le pire. Les joueurs de Morrowind, vous en pensez quoi? Lorwyn, même les Planeswalkers s'y aventurent que très rarement. Ça s'explique par le fait que les grandes aurores, c'est-à-dire ce qui permet au plan de changer du jour à la nuit, le rendent quasiment invisible depuis un point multiversel. T'ajoutes à ça le fait qu'ils n'y sont pas forcément les bienvenus et qu'en plus c'est un plan qui est assez petit, je comprends que l'attrait puisse être moindre. Mais éventuellement, l'histoire doit avancer et au fur et à mesure que Lorwyn grandit, les personnes qui y habitent grandissent aussi, là où le racisme et les tribus se laissent un petit peu de côté pour créer de nouvelles tribus, non pas basées sur le sang, sur l'appartenance et sur l'espèce de l'individu, mais plutôt sur leurs compétences.
avance. Si vous voulez, au fur et à mesure que ça avance, on laisse de côté les Fairy Tribe ou encore les Elvish Tribe, et puis on voit apparaître des tribus de soldats ou de sorciers. Mais bien sûr, Lorwyn, c'est le jour, et là où il y a jour, il doit y avoir nuit. Et cette nuit, elle se manifeste sous la présence de Shadowmoor, la face cachée de Lorwyn, là où la nuit est perpétuelle, là où la végétation et la vie s'épanouissent sur Lorwyn, sur Shadowmoor, elle y est presque totalement dépourvue de verre. Le soleil n'y est jamais vraiment visible et le plan existe en perpétuelle phase finale de crépuscule, de nuit noire et d'aube naissante, avec le soleil qui, lui, est caché derrière une barrière de nuages. La partie drôle, la grosse gimmick ici, qui est honnêtement le moteur du scénario, c'est que quand Lorwyn passe à Shadowmoor, toutes les personnes présentes y perdent la mémoire. Ils ne se rappellent pas de Lorwyn, ils ne se rappellent que d'avoir toujours vécu sur Shadowmoor et vice-versa, à quelques exceptions près. Les grandes aurores. Vous vous en doutez, on ne passera pas de Lorwyn à Shadowmoor en claquant des doigts. Il doit y avoir un responsable, ou plutôt une responsable. En l'occurrence ici, cette responsable, c'est la grande fée Una, la reine des fées responsable pour ce qu'on appelle les aurores, de puissantes tempêtes de mana qui transforment la paisible Lorwyn en sa version ténébreuse, corrompue et dérangée qu'est Shadowmoor et vice-versa, ce tous les 300 ans. Les farces constantes des fées cachent une sorte de moquerie plus subtile, l'influence d'Una, leur reine cachée. Cependant, quand Magic arrive sur le plan de Lorwyn pour raconter son histoire, quelque chose d'étrange se produit. Una n'a pas déclenché l'aurore, mais il semblerait qu'elle arrive quand même, et elle arrive avec quelques décennies d'avance. Pourquoi? Parce que peu de temps avant se trouve le Great Mending, un procédé qui est venu soigner le multivers après les dommages causés par de multiples failles temporelles. C'est aussi cet événement qui viendra balancer le pouvoir des étincelles, rendant les Planeswalkers beaucoup moins puissants qu'avant. C'est ici que rentre notre autre personnage, un personnage qui est présent sur une carte que j'ai jouée en Commander pendant des années, et un personnage qui m'a donné envie de faire cette vidéo tellement elle me fascine, Maralen of the Mornsong. La servante d'une famille importante d'elfes, elle fut la seule survivante d'une attaque survenue au mariage de sa maîtresse. Jusqu'au moment où une femme clamant bien être Maralen de la tribu des Mornsong rencontre un chasseur du nom de Rhys qui utilise de la magie empoisonnée pour tuer tout ce qui se trouve à proximité. Autrefois un célèbre chasseur, c'est à présent un renégat qui cherche sa voie. Rhys, sur Lorwyn, aura toujours été un marginal. Là où il est attendu des elfes qu'ils suivent leurs études pour devenir des chamans, lui décide de trouver un des plus grands sylvains du plan et de devenir son apprenti pour devenir un alchimiste. Pour atteindre mon âge, tu dois savoir quand ployer sous le vent et quand garder la tête haute. C'est avec Colphénor que Rhys va apprendre la dite magie de poison, mais c'est un échange équivalent, dans le sens où les Sylvains ont beau être des créatures qui sont capables de vivre très longtemps, ils ne sont pas immortels. Colphénor sait qu'il ne vivra pas jusqu'à la prochaine aurore, et ça le désole. Il pense donc marcher avec Rhys. Il lui enseigne ce qu'il veut, tant qu'il l'aide à trouver une façon de survivre plus longtemps. Sauf que Colphénor est quelqu'un de très sage et surtout il n'est pas dupe. Il sent bien que cette magie, quelqu'un d'autre sur Lorwyn l'utilise. Quelqu'un tente de l'utiliser à mauvais escient. Et ça, c'est un problème. Rhys et Colphénor vont devenir très proches, beaucoup plus qu'une simple relation maître-élève. Ils deviendront des amis avec un lien d'empathie très puissant, leur permettant de communiquer d'un bout à l'autre du plan. Ce qui déplaît fortement à la colonie d'elfes de laquelle est issu Rhys. Et c'est pour ça qu'il sera éventuellement banni après avoir rencontré Maralen. Les elfes supérieurs lui auront ordonné d'attaquer une tribu de Boggart, là où la mission, qui en fait était un piège, tourne mal et où justement Rhys est obligé d'utiliser la puissance de sa magie de poison pour dévaster les environs et être capable d'y survivre. C'est Griffith, le compagnon de Rhys, qui le rejette lui aussi, rentrant chez les elfes, laissant un Rhys défiguré, n'ayant plus de cornes, il n'est plus le bienvenu chez les elfes et chez leur élitisme. Il n'aura d'autre choix donc que de devenir allié avec Maralen pour survivre. Maralen qui semble étrange, quelque chose en elle, dans son regard, dans sa façon de parler, dans sa façon de bouger, ne satisfait pas Rhys. Et c'est pas la première fois que ce genre de commentaire sera noté par rapport à l'elfette. Maralen et Rhys vont s'allier tentant d'aider Colphénor, et c'est là que Sig apparaîtra. S'il existe un lieu intéressant, les voies fées y suivront. Et s'il existe un meilleur chemin, vous pouvez être sûr que je l'ai déjà emprunté.
La mission de Sig est de guider Maralen, Rhys et le reste de leurs alliés de l'autre côté du plan, là où ils pourront, dans un bosquet, planter la graine de Colphénor. Si ça ne lui permettra pas peut-être de survivre, peut-être sera-t-il capable au moins d'y renaître. Mais les masques finissent par tomber. Maralen n'est plus Maralen et ce depuis un bon moment. Elle est en fait une pâle copie. Comme mentionné plus haut, quand la Grande Aurore arrive et que le plan de Lorwyn devient Shadowmoor, les mémoires sont reprogrammées. Les personnages qui vivent sur Shadowmoor n'ont aucun souvenir de Lorwyn et vice-versa, avec quelques exceptions. Et une de ces grandes exceptions, c'est Una. Mais avec l'Aurore en dehors de son contrôle, Una craint que sa mémoire ne lui fasse défaut une fois le changement de plan effectué. Elle a donc rencontré Maralen et a créé une copie de cette dernière pour être son avatar avant de tuer l'original, qui retient donc sa mémoire comme une copie de sauvegarde, assurant Una de garder sa position de pouvoir si jamais son esprit devait être effacé. Sauf que ce à quoi elle n'avait pas pensé, c'est que la copie de Maralen a beau avoir tous les souvenirs de Una, elle a aussi tous les souvenirs de Maralen. Et c'est ce qui explique pourquoi l'Elfette refusera de servir la fée. Mais ici, tout est une question de politique, la mémoire et le pouvoir, et Una, elle a besoin d'une espionne. Cette espionne ne peut donc pas être Maralen, elle devra se tourner vers d'autres moyens. Une illusion l'a éloignée de son foyer. Ma suivante efface sa mémoire d'une vie autre que celle passée auprès d'elle. Un double cross en amenant un autre, Una ordonnera à la clique Vendilion composée de Visa, Hendry et Ilyona, qui donne le nom à l'équipe, d'espionner Maralen. Les trois filles se font passer donc pour des alliés de Maralen, là où en fait elles ne répondent qu'à Una et à ses serviteurs. Elles sont là pour espionner l'Elfette et tout rapporter à leur maîtresse fée. Et là c'est de la spéculation, mais c'est aussi très impliqué que Maralen s'en rend compte assez vite et qu'elle envoie ses trois filles sur des fausses pistes. Maralen envoya Visa, Hendry et Ilyona, la clique Vendrillion, sur une mission des plus périlleuses. Moi, j'imagine bien une Maralen envoyer ces trois fées littéralement se faire tuer dans une mission impossible et être de plus en plus désespérée à chaque fois qu'elles reviennent. Bref, les aventuriers arrivent au bosquet seulement pour le trouver ravagé par les flammes et le chaos, mais Rhys parviendra à trouver un endroit encore assez fertile pour que son ami puisse y être planté et éventuellement y renaître. Arrive alors l'aurore totalement hors de contrôle de Una, là où, heureusement pour elle, elle réussit à garder sa mémoire. Mais elle n'est pas la seule. La guerre des fées et des elfes. Maralen va s'être fait beaucoup d'alliés et avoir donc gagné beaucoup d'influence au sein des hautes instances de Lorwyn, là où Una est encore techniquement celle qui tire les ficelles. Cependant, l'influence de Maralen grandit très vite, beaucoup trop vite pour Una qui doit lui faire plier le genou. Tentant de saisir pour elle le pouvoir des élémentaux, Una va être repoussée par Maralen, là où elle prendra refuge au Caer Ulios, une forteresse elfique et où elle parvient à prendre le contrôle du roi et de la reine. Les elfes deviendront les esclaves de Una, il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. À moitié là pour être ses serviteurs, à moitié là pour farmer de la mana et donc alimenter le puissant sort de Una qui lui permet à la fois d'être une menace pour Maralen et de garder le contrôle sur les hautes instances elfiques. Le tout jusqu'à ce que Griffith revienne en force et donne sa vie pour être capable d'annuler le sort d'Una sur les grands elfes. Griffith jeta un regard mauvais au ciel, une journée de chasse parfaite, gâchée par d'horribles nuages. Il souhaitait leur disparition. Dans le ciel, les nuages, lui, jetèrent un regard mauvais à leur tour et firent un souhait similaire. La magie sur les elfes est tranchée. Una est affaiblie, mais est encore assez puissante pour manifester une forme similaire à la sienne dans le ciel pour être capable de retrouver Maralen quelque part sur le plan. Les deux armées se rencontrent. Les elfes et les fées s'engagent dans un combat mortel, avec des représentants de chaque espèce des deux côtés. C'est plus une question de tribu, c'est une question de loyauté. À qui es-tu loyal? Maralen, la grande elfette qui a survécu à tant de tort, ou à Una, la grande et puissante gardienne des souvenirs. Rhys, quant à lui, revient après avoir planté l'if de Colphénor. Il a compris ses erreurs et il est prêt à se battre. Enfin complet, par honneur et par corne. Lui et Aisling, une autre alliée de Maralen, s'introduiront dans la forteresse elfique de Una et grâce au pouvoir de Maralen et des élémentaux d'Aisling, ils parviendront à priver Una de son pouvoir et à une fois pour toutes la défaire. Avec la menace défaite, Maralen prendra sa place comme reine des fées quand Shadowmoor laisse sa place à Lorwyn et que le jour revient sur le plan. Qui a dit que c'était fini? Parce que rappelez-vous, toute cette histoire arrive parce que Una a tenté de dupliquer sa conscience et de l'implanter dans quelqu'un d'autre.
quelque chose qu'elle va encore pouvoir faire. Una ayant quelque part une copie de sauvegarde de sa conscience, elle n'attend encore aujourd'hui que le bon moment pour se reformer et pour retrouver sa quasi toute-puissance.